Le retour de Misery pour Annie Wilkes de Paul Sheldon. Chapitre 20. Pendant quelques instants, Geoffrey Halliburton ne fut pas sûr de l'identité du vieil homme debout à sa porte. Cela ne tenait pas seulement au fait que la cloche l'avait tiré de l'assoupissement qui le gagnait. Ce qu'il y avait d'irritant dans la vie d'un village, songea-t-il, était qu'il n'y vivait pas suffisamment de gens pour que certains vous fussent parfaitement étrangers. Au lieu de cela, il y avait toute une partie de la population que l'on avait du mal à situer rapidement. Il fallait même parfois se raccrocher à une ressemblance et à un air de famille, méthode délicate bien entendu, car on ne pouvait écarter, même si la chose était rare, les coïncidences d'une bâtardise cachée. On arrivait en général à se tirer de ce genre de situation. Peu importait que l'on eût l'impression de radoter tout en s'efforçant de poursuivre une conversation ordinaire avec une personne dont on aurait dû se rappeler le nom, mais que l'on n'arrivait pas à retrouver. Les choses n'atteignaient des proportions d'embarras réellement astronomiques que lorsque deux visages familiers se présentaient en même temps et que l'on se sentait obligé de faire les présentations. « J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur, » dit le visiteur. Il tordait nerveusement entre ses mains une méchante casquette de tissu, et à la lueur de la lampe que Geoffrey tenait à la main, il présentait un visage creusé de rides, jaunâtre, où on lisait une inquiétude terrible, sinon la peur. C'est juste que je n'ai pas voulu aller voir le docteur Brookins, et que je n'ai pas non plus voulu déranger sa seigneurie. En tout cas, pas sans vous avoir parlé avant, monsieur, si vous voyez ce que je veux dire. Geoffrey ne voyait rien, mais tout d'un coup, la lumière se fit sur un autre point. Il savait qui était ce visiteur tardif. La mention du docteur Brookins, le ministre de l'église anglicane de Little Dunthorpe, avait suffi. 3 jours auparavant, le docteur Brookins avait présidé au dernier rite pour Misery, dans le cimetière qui s'étendait derrière le presbytère, et ce bonhomme se trouvait présent, mais discrètement éloigné du gros de l'assistance de manière à ne pas être remarqué. Il s'appelait Colter, et il était l'un des sacristains de la paroisse. Pour être brutalement franc, il s'agissait du fossoyeur. « Que puis-je pour vous, Colter » demanda Geoffrey. L'homme se mit à parler d'un ton hésitant. « Ce sont les bruits, monsieur, les bruits dans le cimetière. Sa seigneurie ne connaît pas le repos, monsieur, non, elle ne le connaît pas, j'en ai peur. » Geoffrey eut l'impression que l'on venait de lui porter un coup de poing à l'estomac. Il eut un hoquet étouffé et sentit une aiguille brûlante lui pénétrer le flanc, à la hauteur du pansement étroitement serré que lui avait fait le docteur Shinbone. Shinbone avait émis un pronostic peu réconfortant, disant à Geoffrey qu'il allait certainement contracter une pneumonie après être resté ainsi toute une nuit dans un fossé, sous une pluie glaciale. Mais 3 jours s'étaient écoulés et il n'avait eu ni début de fièvre, ni quinte de toux. Il s'était douté qu'il en serait ainsi. Dieu ne lâche pas aussi facilement les coupables. Il était convaincu que Dieu le laisserait vivre, afin de garder longtemps, très longtemps, le souvenir de la malheureuse qu'il avait aimée. « Est-ce que vous allez bien, monsieur » demanda Colter. « J'ai entendu dire que vous aviez fait une terrible chute l'autre nuit. » Il se tut un instant. « La nuit où elle-même est morte. »« Oh, ça va, » répondit lentement Geoffrey. « Mais dites-moi, Colter, ces bruits que vous entendez, vous savez bien que c'est de la pure imagination, non ?» L'homme parut offensé. « De l'imagination » s'exclama-t-il. « Monsieur, un peu plus, vous allez me dire que vous ne croyez pas en Jésus et à la vie éternelle. Dites, est-ce que Ducam Fronsley n'a pas vu le vieux Patterson 2 jours après ses funérailles, brillant comme un feu follet ? Ce à quoi doit se résumer cette apparition, songea Geoffrey, un feu follet alimenté par le contenu de la dernière bouteille ingurgitée par le vieux Patterson. Et est-ce que la moitié de notre pauvre ville n'a pas vu ce vieux moine papiste marcher sur le chemin de ronde de Ringehef Manor ? On a même envoyé 2 dames de la société Psyche de Londres pour le voir. » Geoffrey savait qui étaient ces 2 dames auxquelles Colter faisait allusion. Une paire de mégères hystériques qui souffraient probablement des alternances de calme et de tempête qui caractérisent le climat de la ménopause, l'une et l'autre aussi maboules que possible. « Les fantômes sont aussi réels que vous et moi, » poursuivait Colter, le plus sérieusement du monde. « Ça ne me gêne pas de penser qu'il en existe, mais ces bruits ont quelque chose qui glace le sang, oui, qui glace le sang. Et je commence à avoir peur d'aller dans le cimetière. Dire qu'il faut que je creuse une tombe pour le petit bébé des Reutemann demain. » Geoffrey murmura une prière intérieure pour se contraindre à la patience. Son envie de vociférer quelque chose pour interrompre le malheureux fossoyeur était presque insurmontable. Il était en train de s'assoupir paisiblement devant son feu, un livre sur les genoux, lorsqu'il avait fallu que ce Colter vînt le tirer de sa somnolence. Et il était à chaque seconde un peu plus réveillé, à chaque seconde un peu plus tourmenté par le chagrin qui revenait en force,
à l'idée que sa bien-aimée était morte. Déjà depuis 3 jours dans la tombe, bientôt 1 semaine, puis 1 mois passerait, 1 an, 10 ans. Le chagrin, pensa-t-il, pouvait se comparer à un rocher sur le rivage de l'océan. Quand on dormait, c'était comme si la marée l'avait découvert, et l'on connaissait un certain soulagement. Lorsqu'on se réveillait, néanmoins, la marée ne tardait pas à baisser, et le rocher à réapparaître, masse incrustée de parasites et d'une réalité indiscutable, chose qui se tiendrait là éternellement, à moins que Dieu ne choisît de la faire disparaître. Et ce fou avait le toupet de venir ici lui conter des balivernes sur des fantômes. Mais l'homme avait une expression tellement malheureuse que Geoffrey fut capable de se calmer. « On aimait beaucoup Miss Misery, sa seigneurie, répondit doucement Geoffrey. « Oh oui, monsieur, certainement, acquiesça Colter avec ferveur. Il confia la garde de sa casquette à sa main gauche seulement, et de la droite tira un mouchoir rouge disproportionné de sa poche. Il souffla bruyamment dedans, les yeux mouillés. Sa disparition a fait de la peine à tout le monde. Geoffrey porta la main à sa chemise et se mit à gratter nerveusement la gaze du lourd pansement qu'elle cachait. « Oh oui, monsieur, vous pouvez le dire, à tout le monde. » Le mouchoir étouffait la voix de Colter, mais Geoffrey voyait ses yeux. L'homme pleurait, sincèrement ému. Ce qui restait de colère égoïste en lui se dissipa pour se transformer en pitié. « C'était une dame si bonne, monsieur. Oh oui, et une grande dame aussi. Et c'est une terrible chose que Dieu nous l'ait enlevée ainsi. » « Oh oui, une vraie dame, » fit doucement Geoffrey, qui, à son grand plaisir, sentait ses yeux s'embuer et la pluie de ses larmes prête à jaillir comme un orage lors d'une fin d'après-midi d'été. « Et parfois, Colter, reprit-il, lorsque quelqu'un d'aussi remarquable passe de vie à trépas, et en particulier si cette personne nous est chère, nous trouvons insupportable l'idée qu'elle nous ait quittés. Et on peut s'imaginer que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous me suivez ?»« Oh oui, monsieur, répondit vivement Colter. Mais ces bruits, monsieur, si vous les entendiez. »« Mais de quelle sorte de bruit s'agit-il » demanda patiemment Geoffrey. Il pensa que le fossoyeur allait lui parler de sons comme le bruit du vent dans les arbres, des sons amplifiés par son imagination, bien entendu, ou peut-être du froissement d'herbe de quelques blaireaux regagnant le ruisseau de Little Dunterp qui passait derrière le cimetière. Il n'était donc guère préparé à entendre ce que souffla Colter, d'une voix étranglée par la terreur. « Des bruits de grattement, monsieur. On dirait qu'elle est encore en vie là-dedans, et qu'elle cherche à retourner dans le monde des vivants. Oui, exactement. » Chapitre 2. 15 minutes plus tard, de nouveau seul, Geoffrey se rapprocha du buffet. Il roulait et tanguait en avançant comme un homme qui traverse le gaillard d'avant d'un bateau en pleine tempête. Il aurait pu croire que la fièvre dont l'avait menacé le docteur Shinbone, avec un cynisme presque joyeux, frappait enfin, et à coups redoublés, mais ce n'était pas la fièvre qui avait fait fleurir des roses rouges sauvages à ses joues et donné à son front la couleur d'un cercle de cire. Ce n'était pas la fièvre qui lui faisait tellement trembler les mains qu'il faillit laisser tomber la bouteille de brandy lorsqu'il la sortit du buffet. S'il y avait une chance, la plus petite chance, que fût vraie l'idée monstrueuse que Colter venait de faire germer dans son esprit, alors il n'avait pas une seconde à perdre. Mais il sentait que s'il ne prenait pas un coup de fouet, il risquait de s'évanouir. Geoffrey Allison fit alors quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait et qu'il ne refit jamais de toute sa vie. Il leva la bouteille et but directement au goulot. Puis il recula d'un pas et murmura « Il faut aller voir cela, par le ciel, il faut y aller. Et si jamais je fais cette folle sortie pour découvrir en fin de compte qu'il n'y avait là que le délire sorti de l'imagination d'un vieux fossoyeur, je m'offrirai les oreilles de ce bon Colter pour décorer ma chaîne de montre, et peu m'importe qu'il ait aimé Misery ou non. » Chapitre 3. Il prit le cabriolet, conduisant sous un ciel d'une clarté surnaturelle. La lune, aux 3/4 pleine, ne cessait d'apparaître et de disparaître derrière des bancs de nuages tumultueux comme les vagues d'un récif. Il ne s'était arrêté que pour prendre le premier vêtement venu dans le placard du hall, qui se trouva être une jaquette habillée marron. Les pans volaient derrière lui, tandis qu'il fouettait Marie. La vieille jument n'appréciait pas de devoir trotter à ce rythme. Geoffrey n'appréciait pas la douleur qui devenait plus insistante dans son épaule et son flanc, mais on ne pouvait rien faire pour pallier les souffrances de l'un comme de l'autre. « Des bruits de grattement, monsieur. On dirait qu'elle est encore en vie là-dedans, et qu'elle cherche à retourner dans le monde des vivants. Oui, exactement. » En elle-même, cette exclamation n'aurait pas suffi à le mettre dans un état proche de la terreur, mais il se souvenait être venu à Calthorpe Manor le lendemain de la mort de Misery. Lui et Yann s'étaient regardés, et Yann avait voulu sourire en dépit de ses yeux dans lesquels brillaient des larmes contenues.
Ce serait plus facile, avait murmuré Yann, si elle paraissait plus morte. Je sais que cela peut sembler... Sans doute, répondit Geoffrey, essayant lui aussi de sourire. Bosch, l'entrepreneur des pompes funèbres, a-t-il exercé tout son art et... L'entrepreneur, hurla presque Yann, et pour la première fois, Geoffrey avait compris que son ami chancelait au bord de la folie. Entrepreneur, vampire, oui, il n'y a pas d'entrepreneur, et il n'est pas question qu'il y en ait un qui vienne pomponner mon amour et la transformer en poupée. Yann, cher ami, vraiment, tu ne dois pas... Geoffrey avait eu un geste comme pour lui tapoter amicalement le dos, geste qui avait tourné en embrassade. Les deux hommes pleurèrent dans les bras l'un de l'autre, comme deux enfants fatigués, tandis que dans une autre pièce, l'enfant de Misérie, âgé maintenant de presque 1 jour, et qui attendait encore un nom, se réveillait et se mettait à pleurer. Madame Ramage, dont le brave cœur était aussi brisé que celui de son maître, commença à chanter une berceuse d'une voix chevrotante, pleine de larmes. Sur le moment, profondément inquiet pour l'état de santé mentale de Yann, il s'était moins inquiété des propos de son ami que de la manière dont il les avait tenus. C'était seulement maintenant, alors qu'il fouettait Marie de plus en plus vigoureusement, en dépit de ses propres souffrances, fonçant vers le cimetière de Little Dunthorpe, que ces mots étranges lui revenaient pour le hanter, à la lumière des propres paroles de Colter. « Si elle paraissait plus morte, mon pauvre ami... » Mais ce n'était pas tout. Tard dans l'après-midi, ce même jour, et alors que les premiers habitants du village gravissaient la colline de Calthorpe Manor pour venir présenter leurs condoléances à leur seigneur en deuil, Shinbon était revenu. Il paraissait épuisé, pas très bien lui-même. Pas étonnant de la part d'un homme qui disait avoir serré la main de Wellington lorsqu'il était enfant, lui-même, non pas Wellington. Geoffrey pensait que l'histoire de Wellington était une invention, mais le vieux Chiny, comme Yann et lui l'appelaient lorsqu'ils étaient gamins, avait soigné toutes les maladies d'enfant de Geoffrey, et déjà à l'époque il lui paraissait très très âgé. Certes, pour un enfant, quiconque a plus de 25 ans est déjà un ancien, mais Chiny devait bien avoir 75 ans à l'heure actuelle. Il était vieux, et il venait de passer 24 heures terribles, frénétiques. Un homme âgé et fatigué n'aurait-il pas pu commettre une erreur? Une terrible et effroyable erreur? C'était cette pensée, plus que tout le reste, qui l'avait poussé, dans son état, à affronter cette nuit de froid et de vent, à courir sous une lune qui bégayait d'incertaines apparitions entre les nuages. Aurait-il pu commettre une telle erreur? Une partie de lui-même, partie pusillanime et couarde, aurait presque préféré perdre Misérie pour toujours, qu'envisager les conséquences inévitables d'une telle erreur. Presque préféré nier que ce fût possible. Mais lorsque Chiny était arrivé, Geoffrey s'était trouvé assis à côté de Yann, qui évoquait à mots hachés et dans des phrases presque incohérentes comment ils avaient tous les deux tiré Misérie des griffes du vicomte de Leroux, le français fou, lequel la tenait enfermée dans une oubliette, puis comment il s'était échappé dans une charrette de foin, et comment, à un moment critique, Misérie avait détourné l'attention des gardes du vicomte en faisant sortir une jambe superbe et dénudée du foin et en l'agitant délicatement. Geoffrey se trouvait lui-même sous le coup de ses propres souvenirs de l'aventure, et sous le coup encore plus grand de son chagrin. Il maudissait maintenant ce chagrin, car pour lui, comme certainement pour Yann, c'est à peine s'il avait remarqué le vieux médecin. Celui-ci ne lui avait-il pas paru étrangement distant, étrangement préoccupé? Était-ce seulement de la fatigue, ou y avait-il autre chose? Un vague soupçon? Non, sûrement, protesta une voix en lui-même, d'un ton peu convaincu. Le cabriolet volait sur la côte qui menait au manoir. Celui-ci était sombre, mais... Ah, bien, il aperçut encore une lumière dans le cottage de madame Ramage. « Marie !» cria-t-il en faisant claquer son fouet, ce qui lui arracha une grimace. « Encore un petit effort, et tu pourras te reposer, ma fille. » Ce n'est certainement pas ce que tu t'imagines. Mais le vieux Chiny n'avait examiné l'épaule luxée et les épaules cassées de Geoffrey que superficiellement, et c'est à peine s'il avait adressé quelques mots à Yann, en dépit du profond chagrin du jeune homme et de ses gémissements incohérents et fréquents. Non, après une visite qui lui paraissait maintenant n'avoir duré que le strict nécessaire exigé par les conventions sociales, Shinbon avait demandé d'un ton calme « Est-elle » ? « Oui, dans le salon, avait réussi à répondre Yann. « Ma pauvre Misérie chérie repose dans le salon. Embrassez-la pour moi, Chiny, et dites-lui que je ne tarderai pas à la rejoindre. » Sur ces mots, Yann avait de nouveau éclaté en sanglots, et après avoir marmonné ses condoléances, le médecin était passé dans le salon. Geoffrey avait maintenant l'impression de se souvenir que le vieux Toubib y était resté plutôt longtemps, mais sa mémoire le trahissait peut-être sur ce point. Lorsqu'il en était sorti, cependant, il avait eu l'air presque joyeux, et de ce souvenir-ci, il était sûr.
Son expression était trop déplacée dans un endroit où tout n'était que larmes et chagrin, une pièce dans laquelle madame Ramage avait déjà accroché les rideaux funéraires. Geoffrey avait suivi le médecin à qui il avait adressé la parole dans la cuisine. Il espérait, avait-il dit, que le docteur ne manquerait pas de prescrire un somnifère à Yann, qui paraissait aller vraiment très mal. Le vieux Chigny lui avait cependant paru complètement distrait. « Ce n'est pas du tout comme pour Miss Evelyn Hyde, avait-il murmuré. De cela, je me suis convaincu. » Et il était retourné jusqu'à sa calèche, sans même répondre à la question de Geoffrey. Ce dernier était revenu à l'intérieur, oubliant déjà l'étrange remarque du médecin, et l'attribuant sans s'y attarder davantage à son grand âge, à la fatigue et à son propre chagrin. Ses pensées étaient revenues à Yann, et il décida que puisqu'il ne pouvait disposer d'un somnifère, il lui ferait ingurgiter de force du whisky jusqu'à ce que son malheureux ami perdît connaissance. Remarque oubliée, rejetée. Jusqu'à maintenant. Ce n'est pas du tout comme pour Miss Evelyn Hyde. De cela, je me suis convaincu. Mais de quoi s'était-il convaincu ? Geoffrey l'ignorait, mais il avait bien l'intention de le découvrir, quel que soit le coût de cette enquête pour sa santé mentale. Et ce coût, reconnaissait-il, risquait d'être élevé. Chapitre 4. Madame Ramage n'était pas encore couchée lorsque Geoffrey cogna à la porte du cottage, alors que d'ordinaire elle aurait déjà été au lit depuis 2 heures. Depuis la mort de Misery, la brave femme retardait chaque soir un peu plus le moment de se retirer. Si elle était incapable de ne pas se tourner dans tous les sens dans son lit, au moins pouvait-elle repousser le moment où commençait son calvaire nocturne. Bien qu'elle fût la femme la plus pondérée et la plus pratique du monde, les coups précipités frappés à sa porte la firent sursauter et lui arrachèrent un petit cri. Elle se brûla même la main avec le lait chaud qu'elle versait dans son thé. Depuis peu, elle paraissait en permanence sur les nerfs, toujours sur le point de se mettre à crier. Il ne s'agissait pas là de chagrin, même si celui-ci l'accablait presque complètement, mais d'un étrange sentiment, une sorte de tension grondante qu'elle ne se souvenait pas avoir jamais éprouvée. Il lui semblait par moments que des pensées qu'il aurait mieux valu ne pas avoir l'encerclaient, juste hors de portée de son esprit fatigué et si amèrement triste. « Qui frappe donc à 10 heures ?» s'écria-t-elle de derrière la porte. « Qui que vous soyez, merci, je me suis brûlée. »« C'est Geoffrey, madame Ramage. Geoffrey, Halliburton. Ouvrez, pour l'amour du ciel !» Madame Ramage resta bouche bée, et elle avait déjà parcouru la moitié du chemin vers la porte lorsqu'elle se souvint qu'elle était en chemise et bonnet de nuit. Jamais elle n'avait entendu un timbre pareil dans la voix de Geoffrey, et elle était presque sur le point de croire que son ouïe la trahissait. S'il y avait dans le royaume britannique cœur encore plus intrépide que celui de son lord bien-aimé, c'était bien celui de Geoffrey, et pourtant sa voix tremblait comme celle d'une femme au bord de la crise d'hystérie. « 1 minute, monsieur Geoffrey, je suis à moitié nue. »« Oh, le diable m'emporte. Même si vous êtes toute nue, madame Ramage, ouvrez cette porte, au nom de Jésus. » Elle hésita seulement 1 seconde, puis alla vers la porte qu'elle déverrouilla et ouvrit. L'aspect de Geoffrey fit plus que la surprendre, et une fois de plus, elle entendit le grondement d'orage lointain, de pensées confuses au fond de sa tête. Geoffrey se tenait sur le seuil de la porte, dans une étrange position inclinée, comme si sa colonne vertébrale avait été déformée pour avoir porté un sac de colporteur pendant des années. De la main droite, il se pressait le bras et le côté gauche. Il avait les cheveux en broussailles, et ses yeux brun foncé brillaient dans son visage blanc comme un linge. Sa tenue était tout à fait surprenante de la part de quelqu'un d'aussi soigneux, un dandy presque, que l'était d'habitude Geoffrey Halliburton. Il portait une vieille jaquette élimée, à la ceinture pendante, une chemise blanche sans cravate, col ouvert, et une paire de grossiers pantalons de serge que l'on aurait vu plutôt sur les jambes de quelques jardiniers itinérants que sur celles de l'homme le plus riche de Little Dunthorpe. En outre, il avait aux pieds une paire de pantoufles éculées. Madame Ramage elle-même, loin d'être habillée pour un bal à la cour, avec sa longue chemise de nuit blanche et son bonnet, dont les rubans pendaient, tire-bouchonnés de part et d'autre de son visage, comme les glands d'un abat-jour, écarquillaient des yeux à l'expression de plus en plus inquiète en le regardant. Il s'était rouvert les plaies à la hauteur des côtes, qu'il s'était cassées lors de son accident de cheval 3 nuits auparavant. Cela semblait évident, mais ce n'était pas seulement la douleur qui faisait étinceler ses yeux au milieu de ce visage de craie. C'était la terreur, une terreur qu'il avait toutes les peines du monde à contrôler. « Mais, monsieur Geoffrey, qu'est-ce qui... » « Oh, pas de question, répondit-il d'une voix rauque. « Pas encore, pas avant d'avoir répondu à la mienne. »« Mais quelle question ?» Elle était gagnée par la peur maintenant, et sa main gauche vint se contracter en un point serré sur son opulente poitrine. « Est-ce que le nom de Miss Evelyn Hyde signifie quelque chose pour vous ?» Et tout d'un coup, elle comprit d'où provenait cette impression d'orage mijotant au fond d'elle-même depuis la terrible nuit de samedi.
Quelque chose en elle devait avoir eu cette épouvantable pensée, devait l'avoir refoulée, car elle n'eut besoin d'aucune explication. Le seul nom de l'infortuné feu Evelyn Hyde de Storping-on-Firkill, le village si à l'ouest de Littledon-Thorpe, suffit à lui arracher un cri terrible. « Oh, par tous les saints, Seigneur Jésus! A-t-elle été enterrée vive? Aurait-on enterré vivante, ma pauvre chérie ?» Et avant même que Geoffrey eût le temps de répondre, ce fut au tour de la solide et inaltérable Madame Ramage de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant et qu'elle ne referait jamais. Elle perdit connaissance et s'effondra d'un seul coup sur le sol. Chapitre 5. Geoffrey n'avait pas de temps à perdre à chercher des selles. Il doutait d'ailleurs qu'un vieux soldat comme Madame Ramage en conservât par devers elle. Il trouva en revanche sous l'évier un chiffon imprégné d'une odeur d'ammoniac qu'il ne se contenta pas de lui passer sous le nez. Il l'appuya un instant sur son visage. L'éventualité formulée par Colter, aussi improbable qu'elle fût, était trop effroyable pour s'arrêter à de telles considérations. Elle tressaillit, poussa un cri et ouvrit les yeux. Elle regarda un instant Geoffrey avec une expression interloquée d'incompréhension, puis elle se mit sur son séant. « Non, dit-elle, non, monsieur Geoffrey, ne me dites pas que vous y croyez, ne me dites pas que c'est vrai. »« Je ne sais pas si c'est vrai ou non, répondit-il, mais nous devons nous en assurer immédiatement. Immédiatement, madame Ramage. Je ne pourrai pas faire tout le déblaiement moi-même s'il y a du déblaiement à faire. » Elle écarquillait les yeux, horrifiée, pressant les mains si violemment contre sa bouche qu'elle en avait les ongles blanchis. « Pourrez-vous m'aider, si besoin est? Je ne vois vraiment personne d'autre. »« Notre lord, murmura-t-elle, notre lord Yann. »« Oh non, il doit tout ignorer de cette affaire tant que nous n'en saurons pas davantage, la coupa-t-il. Si Dieu est miséricordieux, il n'en saura jamais rien. » Il n'osa pas formuler devant elle le fol espoir qui hantait son esprit, fol espoir qui lui paraissait aussi monstrueux que ses craintes. Si Dieu était véritablement très miséricordieux, il le saurait avant la fin de la nuit, quand sa femme et son seul amour lui seraient rendus, un retour d'entre les morts aussi miraculeux que celui de Lazare. « Oh, c'est terrible, terrible !» fit-elle d'une petite voix flageolante. S'agrippant à la table, elle se remit elle-même sur pied. Elle oscilla un peu, une fois debout, des mèches de cheveux pendant des bords de son bonnet de nuit. « Vous sentez-vous suffisamment bien ?» demanda-t-il d'un ton radouci. « Sinon, je vais y aller tout seul et faire du mieux que je pourrai. » Elle prit une profonde inspiration, traversée d'un frisson, et souffla. Son oscillation s'arrêta. Elle fit demi-tour et se dirigea vers l'arrière-cuisine. « Il y a une paire de pelles dans la pantille dehors, dit-elle, ainsi qu'un pic, je crois. Allez les jeter dans votre cabriolet. Et il reste une demi-bouteille de gin dans l'arrière-cuisine. Personne n'y a touché depuis la borne, mon pauvre Bill, il y a 5 ans, la nuit de la Saint-Pierre. J'en prends une gorgée et je vous rejoins, monsieur Geoffrey. Vous êtes une femme courageuse, madame Ramage. Faites vite. Oh, comptez sur moi, répondit-elle, tandis qu'elle s'emparait de la bouteille de gin d'une main qui ne tremblait qu'à peine. On ne voyait pas de poussière sur la bouteille. L'arrière-cuisine elle-même n'échappait pas à la guerre impitoyable menée contre la poussière par la gouvernante, mais l'étiquette, sur laquelle on lisait « Gloof and Portsbosiers » était jaunie. Elle avait toujours eu les alcools en horreur, et son estomac se révolta contre l'abominable goût de genièvre et la consistance huileuse du produit, mais elle tint bon. Cette nuit, elle allait en avoir besoin. Chapitre 6. Sous les nuages qui couraient, toujours d'est en ouest, forme plus noire encore contre un ciel noir, et alors que la lune venait se poser sur l'horizon, le cabriolet fonçait vers le cimetière. C'était madame Ramage qui conduisait maintenant, et faisait claquer son fouet au-dessus des oreilles de la pauvre Marie, tout effrayée, laquelle leur aurait dit, si les chevaux avaient pu parler, que tout cela était injuste, qu'elle aurait dû normalement se trouver en train de somnoler bien au chaud dans son écurie à cette heure de la nuit. Les pelles et le pic jacassaient sèchement les uns contre les autres, et la vieille gouvernante se fit la réflexion que quiconque les aurait vus dans cet équipage aurait été saisi de peur. Ils devaient avoir l'air de deux revenants sortis de l'une de ces histoires de M. Dickens dont on commençait à parler, ou encore d'un revenant dans un cabriolet conduit par un fantôme. Car elle était tout en blanc, n'ayant même pas pris le temps d'aller décrocher sa robe de chambre. Sa chemise de nuit flottait autour de ses chevilles alourdies, gonflées de varices, et les rubans de son bonnet voletaient derrière elle comme des oriflammes. L'église fut enfin en vue. Elle engagea Marie dans l'allée qui l'allongeait, frissonnant au susurrement inquiétant du vent dans les chéneaux. Elle se demanda un bref instant pour quelle raison un lieu aussi saint qu'une église pouvait bien paraître aussi effrayant de nuit, puis elle comprit que ce n'était pas l'église, mais le but de leur sortie qui la terrorisait. Sa première pensée, en sortant de son évanouissement, avait été que Lord Yann devait les aider,
N'avait-il pas été présent en toutes circonstances, grandes ou petites, sans jamais faire preuve de faiblesse? L'instant suivant, elle se rendait compte de la folie de cette idée. Ce n'était pas le courage de Lord Yann qui était en question, mais sa santé mentale. Elle n'avait pas eu besoin de se le faire dire par M. Geoffrey. Le souvenir de la pauvre Evelyn Hyde avait suffi. Il lui vint tout à coup à l'esprit que ni Lord Yann ni M. Geoffrey ne s'étaient trouvés à Little Dunthorpe lorsque le drame s'était produit il y avait environ 6 mois de cela. Misery venait d'entrer dans la période faste de sa grossesse. Les nausées matinales étaient terminées, son ventre n'avait pas encore cette lourdeur des derniers mois et l'inconfort qui en résulte, et elle avait joyeusement envoyé les 2 hommes passer une semaine à Oak Hall, à Doncaster, pour chasser le coq de bruyère, jouer aux cartes, faire des parties de football, le nouveau jeu à la mode, et se livrer à toutes les folies masculines que l'on pouvait imaginer. Lord Yann s'était montré tout d'abord réservé, mais Misery lui avait juré qu'elle allait admirablement bien, et elle avait presque dû le mettre dehors. Madame Ramage ne doutait pas que Misery irait parfaitement bien, mais à chaque fois que Lord Yann et M. Geoffrey partaient pour Doncaster, elle se demandait si l'un d'eux, sinon tous deux, n'allait pas revenir les pieds devant sur une charrette. Le château de Oak Hall était la propriété de la famille d'Albert Fossington, un ami de Yann et de Geoffrey du temps du collège. Madame Ramage croyait sincèrement que Bertie Fossington était fou. Quelques années auparavant, il avait mangé son poney de polo favori. L'animal s'était cassé 2 jambes et avait dû être abattu. Le manger avait été un geste d'affection, d'après Lord Albert. « J'ai appris ça chez les guerriers nègres du Cap », avait-il expliqué. « Les Gricas. Des types merveilleux. Mettent des tas de trucs dans leur babine. Il y en a, on dirait qu'ils pourraient se fourrer l'encyclopédie royale en 10 volumes dans la lèvre inférieure. Ha ha, ils m'ont appris qu'un homme doit manger les choses qu'il aime. Poétique dans le genre macabre, non ?» En dépit de cette bizarrerie de comportement, Lord Yann et M. Geoffrey éprouvaient la plus grande affection pour Lord Albert. « Je me demande si ça veut dire qu'ils devront le manger lorsqu'il sera mort », s'était interrogée Madame Ramage à l'issue d'une visite de Bertie Fossington, au cours de laquelle il avait voulu jouer au croquet avec l'un des chats de la maison, auquel il avait bien failli casser la tête. Et ils avaient passé près de 10 jours à Oak Hall au cours de ce dernier printemps. À peine un jour ou 2 après leur départ, on avait trouvé Miss Charlotte Evelyn Hyde, morte sur la pelouse derrière sa maison. Un bouquet de fleurs fraîchement coupées gisait à côté de sa main droite. Le médecin du village était un nommé Jonathan Bilford, homme compétent de la vie générale. Il avait malgré tout fait appel à son collègue, le docteur Shinbone, pour avoir son avis. Bilford avait fait un diagnostic d'attaque cardiaque foudroyante, mais la jeune fille était très jeune, elle n'avait que 18 ans, et paraissait éclatante de santé. Bilford était intrigué. Quelque chose paraissait ne pas aller. Le vieux Chini s'était montré manifestement aussi intrigué que lui, mais avait fini par approuver le diagnostic. Ce que fit aussi tout le village. Le cœur de la pauvrette était mal constitué, c'était tout. De telles choses sont rares, mais chacun se rappelait un cas semblable s'étant produit à un moment ou à un autre. C'est probablement cet accord unanime qui empêcha le docteur Bilford de perdre sa clientèle, sinon sa tête, après le sinistre dénouement de l'affaire. Car si tout le monde trouvait bizarre la mort de la jeune fille, il n'était venu à l'idée de personne qu'elle ne fût point morte. 4 jours après son enterrement, une femme âgée du nom de Madame Soames, Madame Ramage la connaissait vaguement, aperçut quelque chose de blanc qui gisait sur le sol du cimetière de l'église, en venant déposer des fleurs sur la tombe de son défunt mari, mort l'hiver précédent. C'était trop gros pour être un pétale de fleurs, et elle crut tout d'abord à quelque oiseau mort. Et en s'approchant, elle se rendit compte que l'objet blanc n'était pas simplement posé sur le sol, mais qu'il en dépassait comme s'il était planté. Faisant encore 2 ou 3 pas hésitants, elle vit alors une main qui se tendait à travers la terre d'une tombe fraîchement creusée, les doigts pétrifiés en un geste horrible de supplication, tous les doigts sauf le pouce se terminant par un os ensanglanté. Madame Soames courut hors du cimetière en criant et galopa ainsi sans s'arrêter jusqu'à la grande rue de Storping, une course de près de 2 kilomètres, pour aller informer le barbier qui faisait également office de comptable local. Sur quoi elle avait perdu connaissance. On dut la coucher et elle resta alitée presque 1 mois. Personne au village n'y trouva à redire. On avait bien entendu exhumer le cadavre de la malheureuse Evelyn Hyde, et tandis qu'il s'approchait du portail du cimetière de Little Dunthorpe, Madame Ramage se mit à regretter amèrement d'avoir écouté le récit de cette exhumation. Il était épouvantable. Le docteur Bilford, lui-même secoué au point d'être à 2 doigts de perdre la raison, émit un diagnostic de catalepsie. La malheureuse enfant s'était retrouvée dans une sorte d'état de transe proche de la mort, tout à fait semblable à celui que savent provoquer à volonté certains fakirs indiens avant d'être enterrés vivants ou de se faire traverser la peau par des aiguilles.
Elle était restée dans cet état de transe pendant au moins 48 heures, et peut-être 60. Assez longtemps en tout cas, pour se réveiller non pas sur la pelouse de la maison, où elle cueillait des fleurs, mais enterrée vive dans son cercueil. La jeune fille s'était farouchement battue pour sa vie, et madame Ramage trouvait maintenant, tout en suivant Geoffrey dans le cimetière, au milieu d'une brume de sol qui transformait les croix des tombes en îlots isolés, que ce qui aurait dû être une preuve de noblesse ne faisait qu'ajouter en horreur à ce tragique événement. La jeune fille était fiancée. À sa main gauche, pas celle qui était sortie du sol, pétrifiée comme une main de noyer, elle avait sa bague de fiançailles, surmontée d'un diamant. Elle avait commencé par déchirer la garniture de satin de son cercueil, et pendant Dieu seul savait combien d'heures, elle s'en était servie pour creuser petit à petit le couvercle de bois. À la fin, manquant d'air, elle avait apparemment utilisé l'anneau pour agrandir l'excavation, et la main droite pour s'ouvrir un chemin vers le ciel. Mais elle y était arrivée trop tard. Elle avait le visage congestionné et les yeux injectés de sang emplis d'une horrible expression d'épouvante. Dans le clocher de l'église, le carillon se mit à égrener les 12 coups de minuit. L'heure à laquelle lui avait dit sa mère s'entr'ouvrent légèrement les portes qui séparent la vie de la mort, permettant aux défunts de passer d'un monde à l'autre. Et madame Ramage dut consentir un effort surhumain pour ne pas s'enfuir en hurlant, prise d'une panique qui n'aurait fait que s'accroître à chaque pas. Elle savait que si elle se mettait à courir, elle ne s'arrêterait que pour tomber morte ou évanouie. « Femme stupide et couarde !» s'invectivait-elle intérieurement, se reprenant pour ajouter « Non seulement stupide et couarde, mais égoïste. C'est à notre Lady Misery que tu dois penser maintenant, et non à tes peurs imbéciles. Et s'il existe la plus petite chance que notre Lady... Oh, mais non, c'était de la folie pure de seulement envisager une chose pareille. Cela faisait trop longtemps. » Geoffrey l'avait conduite jusqu'à la tombe de Misery, et tous deux s'étaient immobilisés, comme hypnotisés. « Lady Kelthorpe » lisait-on sur la pierre. En dehors de ses dates de naissance et de mort, on avait ajouté « aimée de tous ». La vieille gouvernante regarda Geoffrey et dit, comme si elle se réveillait d'un songe, « Nous n'avons pas apporté les outils. »« Non, non, pas encore, » répondit-il. Sur ce, il s'étendit de tout son long sur le sol et plaça une oreille contre la terre, où l'on voyait déjà les pointes tendres de l'herbe nouvelle au milieu des mottes plus ou moins bien remises. Pendant quelques instants, la seule expression affichée par le jeune homme, à la lueur de la lampe qu'ils avaient prise avec eux, fut celle qu'il gardait depuis que madame Ramage lui avait ouvert sa porte, un air d'épouvante angoissé. Puis cette expression se transforma, laissant la place à une autre, dans laquelle, à la plus extrême horreur, se mêlait quelque chose qui ressemblait à un espoir fou. Il leva vers madame Ramage ses yeux exorbités, tandis que sa bouche s'agitait. « Je crois qu'elle vit, finit-il par articuler, d'une voix étranglée, sans force. Oh, madame Ramage !» Il se tourna soudain sur le ventre et se mit à hurler vers la terre, d'une manière qui, en d'autres circonstances, aurait été comique. « Misery, Misery, nous sommes ici. Nous savons, tenez bon, ma chérie. » L'instant suivant, il était debout et fonçait à toutes jambes vers le cabriolet où étaient restés les outils, agitant de tourbillons la brume placide qui montait du sol. Les genoux de la gouvernante se dérobèrent sous elle. Elle bascula en avant, sur le point de s'évanouir une deuxième fois. Involontairement, aurait-on dit, sa tête glissa de côté et son oreille droite vint se coller au sol. Elle avait vu des galopins faire de même contre un rail pour entendre arriver le train. Et elle l'entendit, des grattements presque imperceptibles montant de la terre, non pas le bruit d'un animal qui creuse, mais celui de doigts impuissants à entamer du bois. Elle prit une grande inspiration qui provoqua un hoquet, mais qui parut faire repartir son cœur. À son tour, elle cria « Nous arrivons, ma lady ! Loué soit Dieu, et prions Jésus pour que nous arrivions à temps !» Elle se mit aussitôt à arracher frénétiquement les mottes encore mal tassées de ses doigts tremblants, et alors que Geoffrey n'avait mis qu'un instant pour revenir, à son retour, elle avait déjà creusé un trou de 20 centimètres. Il s'était déjà avancé de 9 pages dans le chapitre 7. Geoffrey et madame Ramage avaient réussi à sortir Misery de sa tombe au tout dernier moment, et à se rendre compte que la jeune femme n'avait aucune idée de qui ils étaient, ni même de sa propre identité, lorsque Annie entra dans la chambre. Cette fois-ci, il l'entendit. Paul arrêta de taper, désolé d'être tiré de son rêve. Elle tenait les 6 premiers chapitres à la main. Il lui avait fallu moins de 20 minutes pour lire ce qui était son premier jet. Il n'y avait qu'une heure qu'il lui avait remis ce paquet de 21 pages. Il l'observa sans ciller, mais non sans remarquer, avec un léger intérêt, que Annie Wilkes était un peu pâle. « Eh bien, demanda-t-il,
Est-ce que c'est correct ?» « Oui, répondit-elle d'un ton absent, comme si c'était une conclusion acquise d'avance, ce qui allait de soi pour Paul. « C'est correct, c'est bon, même très bon, excitant, mais c'est macabre aussi. Ça ne ressemble à aucun autre des miséries. Cette pauvre femme qui s'écorche les doigts jusqu'à l'os. » Elle secoua la tête et répéta. « Ça ne ressemble à aucun autre des miséries. » L'homme qui a écrit ces pages était dans un état d'esprit plutôt macabre, figurez-vous, pensa Paul. « Dois-je continuer » demanda-t-il. « Oh, vous êtes un homme mort si vous ne le faites pas, répondit-elle avec un début de sourire. Paul ne le lui rendit pas. Ce commentaire, qu'il aurait autrefois associé à des lieux communs, comme elle a de si bonnes joues qu'on en mangerait, lui paraissait maintenant avoir perdu toute banalité. Il y avait cependant quelque chose dans la manière dont elle se tenait sur le seuil qui le fascinait. On aurait dit qu'elle craignait un peu de s'avancer, comme si elle risquait de se brûler en l'approchant de trop près. Ce n'était pas cette histoire rocambolesque de personnes enterrées vives qui avait provoqué cette réaction, et il fut assez judicieux pour s'en apercevoir. Non, c'était la différence entre son premier essai et celui-ci. Dans le premier, il y avait eu autant de vie que dans la copie d'un gamin de 6e. Comment j'ai passé mes vacances d'été ? La nouvelle version était bien différente. La machine tournait à plein régime. Oh, non pas qu'il trouvât particulièrement génial ce qu'il avait écrit. L'histoire ne manquait pas de nerfs, mais les personnages étaient toujours aussi stéréotypés et prévisibles. Il lui avait cependant insufflé une certaine énergie, et le feu couvait entre les lignes. Amusé, il se dit. Elle en a senti la chaleur. Je crois qu'elle a peur de s'approcher et de se brûler. Eh bien, reprit-il doucement, vous n'aurez pas besoin de me tuer, Annie. J'ai très envie de continuer. Alors pourquoi ne pas s'y mettre tout de suite ? Très bien, dit-elle. Elle lui apporta les pages, les posa sur la planche et battit rapidement en retraite. Voudriez-vous le lire au fur et à mesure demanda-t-il. Annie sourit. Oh oui, ce serait presque comme les feuilletons quand j'étais petite. Oh, je ne vous promets pas un suspense brûlant à la fin de chaque chapitre, l'avertit-il. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oh, mais pour moi, ce sera parfait, répondit-elle avec ferveur. Je voudrais absolument savoir ce qui arrive dans le chapitre 18, même si à la fin du 17, Misery et Yann sont tranquillement assis dans des fauteuils sous le porche, en train de lire les journaux. J'ai toujours une furieuse envie de savoir ce qui arrive après, mais surtout ne me dites rien, ajouta-t-elle précipitamment, comme si Paul se préparait à vendre la mèche. Eh bien, en général, je ne montre pas mon travail tant qu'il n'est pas terminé, répondit-il, avec un sourire cette fois. Mais étant donné que ceci est une situation particulière, je serais heureux de vous le laisser lire, chapitre par chapitre. Et voilà comment ont commencé les 1001 nuits de Paul Sheldon, pensa-t-il. Mais je me demandais si vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi. Quoi ? demanda-t-elle. Remplir tous ces maudits N qui manquent. Elle eut un sourire radieux. Oh, ce serait un honneur. Je vous laisse tranquille maintenant. Elle hésita au moment de franchir la porte, se retourna et avec une timidité intense, presque douloureuse, lui fit la seule proposition romanesque qu'elle devait jamais lui adresser. C'était peut-être une abeille, au fond. Il avait déjà les yeux sur la feuille blanche glissée dans la machine, il cherchait le trou. Il voulait absolument ramener Misery chez Madame Ramage avant d'arrêter, et il regarda Annie avec une impatience qu'il lui cacha soigneusement. « Je vous demande pardon » demanda-t-il. « Une abeille » répéta-t-elle. Il vit une rougeur s'étendre sur son visage et gagner son cou. Bientôt ses oreilles elles-mêmes étaient écarlates. « Une personne sur 12 est allergique aux piqûres d'abeilles. J'ai vu des tas de cas avant de prendre ma retraite d'infirmière. L'allergie peut se manifester de toutes sortes de manières. Une piqûre peut parfois provoquer un état comateux similaire à ce qu'on appelle la catalepsie. » Sa rougeur atteignait maintenant des proportions inquiétantes. Paul examina brièvement cette idée et la rejeta mentalement dans la corbeille des inutilisables. Une abeille aurait pu être à l'origine de l'état de catalepsie de la malheureuse Miss Evelyn Hyde et de son enterrement fatal. Ça tenait d'autant mieux debout que le drame s'était produit au printemps, dans un jardin, alors précisément qu'elle cueillait des fleurs. Mais il avait déjà décidé d'inventer une cause commune, ou du moins un lien entre les deux fausses morts, afin de rendre leur coïncidence crédible, et Misery avait succombé dans sa chambre. Le fait que l'on fût à la fin de l'automne n'était pas en soi un problème. Le problème était la rareté des réactions cataleptiques. Il s'était dit qu'un fidèle lecteur n'avalerait pas que 2 femmes n'ayant aucun rapport puissent être enterrées vivantes à 6 mois d'intervalle suite à un état de catalepsie induit par une piqûre d'abeille. Il ne pouvait cependant l'expliquer à Annie, et pas seulement parce qu'elle pourrait s'irriter.
Il était hors de question de le lui dire, car cela la froisserait profondément, et en dépit de tout le mal qu'elle lui avait fait, il ne tenait pas à la blesser de cette manière. On l'avait lui-même blessée ainsi. Il s'en tira en faisant appel à l'euphémisme habituel des ateliers d'écriture dans ce cas-là. « C'est une possibilité, c'est vrai, dit-il. Je vais la mettre de côté, mais j'ai déjà mon idée sur la question. Il se peut qu'elle ne cadre pas avec. »« Oh, je comprends cela, répondit-elle. C'est vous l'écrivain, pas moi. Oubliez ce que j'ai dit, je suis désolé. »« Mais ne soyez pas ri. » Mais elle avait disparu, et son pas précipité et lourd était presque celui de quelqu'un qui court. Elle avait pris la direction du salon, et lorsque Paul leva la tête, il ne vit que l'encadrement vide de la porte, et soudain ses yeux s'agrandirent. Sur chacun des montants, à environ 25 centimètres du sol, il y avait une marque noire. Celle qu'avait laissée, comprit-il aussitôt, les capuchons du moyeu de ses roues lorsqu'il avait forcé le passage. Jusqu'ici, elle ne les avait pas remarqués. Cela faisait presque une semaine, et qu'elle n'eût rien vu relevait du miracle. Mais bientôt, demain, peut-être même cet après-midi, elle allait passer l'aspirateur et elle lui sauterait à la figure. Elle ne pourrait pas ne pas les voir. Paul n'écrivit pas grand-chose pendant le reste de la journée. Le trou dans le papier avait disparu. Le lendemain matin, Paul se trouvait assis dans le lit, adossé à une pile d'oreillers, une tasse de café à la main, et ne cessant de jeter des coups d'œil aux marques sur le montant de la porte, avec ce regard coupable d'un meurtrier qui vient de découvrir une tache de sang sur un vêtement dont il a négligé de se débarrasser. Annie entra soudain précipitamment dans la chambre, l'œil agrandi, exorbité. Elle tenait un chiffon à poussière dans une main, et dans l'autre, Paul n'en crut pas ses yeux, une paire de menottes. « Qu'est-ce que... » C'est tout ce qu'il eut le temps de dire. Elle le saisit avec une vigueur qui trahissait sa panique et l'assit bien droit dans le lit. La douleur, pour la première fois depuis des jours, fulgura dans ses jambes et il cria. La tasse de café lui échappa des mains et alla se fracasser sur le sol. « On n'arrête pas de casser le matériel ici, songea-t-il. Puis elle a vu les marques, bien entendu. Il y a probablement longtemps. C'était la seule façon dont il pouvait expliquer son bizarre comportement. Elle avait vu les marques, en fin de compte, et c'était là le commencement de quelques nouvelles et spectaculaires punitions. « La ferme, idiot !» siffla-t-elle, tandis qu'elle lui clouait les mains derrière le dos. Et en même temps qu'il entendait le cliquetis des menottes qui se refermaient, lui parvint le bruit d'une voiture qui s'engageait dans l'allée de la ferme. Il ouvrit la bouche avec l'intention de parler, ou peut-être de se remettre à crier, et elle lui fourra un chiffon dedans avant qu'il eût le temps de faire l'un ou l'autre. Il s'en dégageait un goût immonde de produits d'entretien ménager, Please ou autres. « Et surtout, pas un bruit, dit-elle. » Penchée sur lui, elle lui tenait la tête entre les mains, des mèches de cheveux vinrent lui chatouiller le front. « Je vous avertis, Paul, si on entend le moindre bruit, ou même si moi j'entends quelque chose, et pense que l'autre risque d'avoir aussi entendu, je le tuerai ou les tuerai, vous après, et moi. » Elle se redressa. Elle avait les yeux exorbités, le front en sueur, du jaune d'œuf au coin des lèvres. « N'oubliez pas, Paul !» Il hocha la tête pour acquiescer, mais elle ne le vit pas, elle était déjà partie. Une Chevrolet Bel Air, ancienne mais bien entretenue, venait de se garer derrière la Jeep d'Annie. Paul entendit une porte que l'on ouvrait et refermait bruyamment quelque part. Elle émit ce bizarre couinement interrogatif qu'il attribuait à celle du placard dans lequel elle rangeait ses vêtements pour l'extérieur. L'homme qui descendit de la Chevrolet était lui aussi d'un certain âge et bien conservé. Le type même du coloradien, si l'expression avait un sens, se dit Paul. Il avait l'air d'avoir 65 ans, mais pouvait aussi bien en compter 80. On l'imaginait volontiers comme le doyen des actionnaires d'un cabinet d'avocats ou le patriarche en semi-retraite d'une entreprise familiale de construction. Plus vraisemblablement, il était propriétaire de ranch ou agent immobilier. Il devait être républicain, mais du genre à ne jamais poser un autocollant sur ses pare-chocs ni à porter des chaussures italiennes à bout pointu. Sans doute avait-il quelque poste officiel en ville et était-il ici en visite officielle, car il n'y avait que pour raison officielle qu'un homme comme lui et une femme vivant aussi à l'écart que Annie Wilkes puissent se rencontrer. Paul aperçut cette dernière qui se hâtait dans l'allée, plus soucieuse de l'intercepter que d'aller courtoisement à sa rencontre. Voici ce que produisait finalement quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qu'il avait imaginé récemment. Non pas un flic, mais un personnage représentant l'autorité. L'autorité était arrivée jusqu'à Annie, et cet événement concourait inévitablement à lui raccourcir la vie. Pourquoi ne pas l'inviter à entrer, Annie, pensa-t-il, avec un effort pour ne pas s'étouffer avec le chiffon à poussière. Pourquoi ne pas l'inviter pour lui montrer votre oiseau africain? Pas de danger. Elle n'inviterait pas davantage l'homme d'affaires des Rocheuses qu'elle n'amènerait Paul à l'aéroport de Denver avec un billet de première classe pour New York dans la poche.
Elle se mit à parler avant même d'être à sa hauteur, son haleine lui sortant de la bouche en bulle de bande dessinée qui n'aurait pas eu de légende. Il tendit une main également gantée de noir. Elle y jeta un bref coup d'œil, plein de mépris, et se mit à agiter un doigt sous le nez de l'homme, tandis que de nouvelles bulles sans légende montaient de ses lèvres. Elle finit d'enfiler son parka et interrompit son geste du doigt pour remonter la fermeture à glissière. L'homme mit la main dans la poche de son manteau et en sortit un papier. Il le lui tendit, presque comme s'il s'en excusait. Paul avait beau n'avoir aucun moyen de savoir de quoi il s'agissait exactement, il était sûr que Annie avait un adjectif pour le qualifier. Biscornouille, peut-être. Elle le précéda dans l'allée, toujours en parlant. Ils sortirent de son champ de vision, mais il apercevait toujours leurs ombres portées comme des papiers découpés sur la neige. Elle avait agi intentionnellement, comprit Paul, déprimé. Si lui ne pouvait les voir, Monsieur Rancho Grande n'aurait pas l'occasion de jeter un coup d'œil par la fenêtre de la chambre d'amis et de le voir, lui. Les ombres s'agitèrent pendant encore 5 minutes sur le talus enneigé de l'allée. À un moment donné, Paul entendit même la voix d'Annie, grossie par la colère, criant des menaces. À Paul, ces 5 minutes parurent sans fin. Il avait les épaules douloureuses et il s'aperçut qu'il n'avait aucun moyen de changer de position pour se reposer. Après lui avoir passé les menottes, elle s'était arrangée pour les attacher au montant du lit. Mais le pire était le chiffon à poussière dans sa bouche. La puanteur du produit nettoyant lui donnait mal à la tête, et il sentait la nausée le gagner peu à peu. Avec une détermination farouche, il s'employa à l'empêcher d'aller plus loin. Il n'avait aucune envie de s'étouffer à mort, les bronches pleines de vomi, tandis que Annie disputait avec un officiel âgé de la ville qui faisait rectifier sa coupe de cheveux chaque semaine chez le coiffeur du coin et portait probablement des caoutchoucs par-dessus ses Richelieu durant tout l'hiver. Une désagréable sueur froide lui coulait du front quand ils firent leur réapparition. C'était maintenant Annie qui tenait le papier. Elle suivait M. Rancho Grande, agitant un doigt dans son dos, les bulles vides de bande dessinée se succédant hors de sa bouche. M. Rancho Grande évitait soigneusement de se tourner pour la regarder. Il gardait une expression à la neutralité étudiée. Seules ses lèvres, pincées au point de se réduire à un simple trait, trahissaient quelque chose de ses émotions intérieures. De la colère, peut-être. Du dégoût, oui, c'était sans doute plus près de la vérité. Vous vous dites qu'elle est cinglée, vous et les copains avec lesquels vous jouez au poker, autrement dit la petite bande de notables qui contrôle ce patelin. Vous avez probablement tiré au sort pour savoir lequel d'entre vous se taperait cette corvée. Personne n'aime apporter de mauvaises nouvelles à une cinglée. Mais, cher monsieur Rancho Grande, si vous saviez à quel point celle-ci est cinglée, je crois que vous ne lui tourneriez pas le dos avec autant de calme. L'homme remonta dans sa belle aire. Il referma la portière. Annie se tenait à côté du véhicule, agitant toujours le doigt devant la vitre remontée. Paul distingua quelques paroles. « Puisque vous vous croyez si malin !» La Chevrolette partit lentement en marche arrière dans l'allée. M. Rancho Grande évitait ostensiblement de regarder Annie, qui lui montrait les dents. Plus fort encore. « Vous vous prenez donc pour un caïd ?» Soudain, elle donna un coup de pied dans le pare-choc avant de la belle aire de M. Rancho Grande, assez fort pour faire tomber un paquet de neige sale collé sous l'aile. Le vieil homme, qui regardait par-dessus son épaule pour faire sa marche arrière, tourna brusquement la tête vers elle, ayant perdu l'expression de neutralité qu'il avait réussi à conserver pendant toute la durée de sa visite. « Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose, espèce de sale oiseau. Même les gros caïds doivent se déculotter pour aller aux toilettes. Eh, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Quoi qu'il en pensât, M. Rancho Grande se garda bien de donner à Annie Wilkes la satisfaction de le lui montrer. L'expression de neutralité retomba sur sa figure aussi sèchement que la visière d'une armure, puis il disparut du champ de vision de Paul. Elle resta quelques instants où elle se trouvait, poing sur les hanches, puis revint à grands pas vers la maison. Il entendit la porte de la cuisine s'ouvrir, puis une détonation lorsqu'elle la referma. « Eh bien, il est reparti, se dit Paul. Monsieur Rancho Grande est reparti, et je suis toujours là. Oh oui, et bien là. » Mais cette fois-ci, elle ne passa pas sa colère sur lui. Elle vint dans sa chambre, elle n'avait pas enlevé son parka, dont la fermeture à glissière était simplement ouverte. Elle se mit à faire les 100 pas, nerveusement, sans même le regarder. Elle tenait toujours le morceau de papier à la main, qu'elle agitait de temps en temps sous son propre nez, comme pour se punir elle-même. 10% d'augmentation des impôts locaux. Voilà ce qu'il a dit. Nantissement, avocat, paiement trimestriel, il a dit. Défaut de paiement, retard, biscornouille, biscornouille de biscornouille. Il poussait des grognements qui étouffaient le chiffon, mais elle ne tourna même pas la tête. Elle était seule dans la pièce. Elle allait et venait de plus en plus vite, fendant l'air de son corps compact.
Il se disait qu'elle allait réduire le papier en confetti, mais il semblait qu'elle n'osait pas le faire. 506 $, s'écria-t-elle, brandissant cette fois le papier sous le nez de Paul. Elle arracha d'un air absent le chiffon de sa bouche et le jeta sur le sol. Il laissa tomber la tête sur le côté, hoquetant comme s'il était sur le point de vomir. Il avait l'impression que ses bras se détachaient peu à peu des épaules. 506 $ et 10 cents. Ils savent pourtant que je ne veux voir personne ici. Je leur ai dit non. Et regardez, regardez. Il eut un autre hoquet et émit un bruit de rot désespéré. Si vous vomissez, vous resterez dedans, j'en ai peur. On dirait que j'ai une autre casserole sur le feu. Il a parlé d'un nantissement sur la maison. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Les menottes, coassa-t-il. Oh oui, oui, fit-elle avec impatience. Par moments, vous êtes un vrai bébé, vous savez. Elle sortit la clé de la pochette de sa chemise et le repoussa plus loin sur la gauche, lui enfonçant le nez dans les draps. Il cria, mais elle ignora ses plaintes. Il eut un cliquetis, un grincement, et il se retrouva les mains libres. Il s'assit, la respiration haletante, puis se laissa lentement glisser contre les oreillers, prenant garde à bien pousser les jambes droits devant lui, ce faisant. Il vit 2 sillons pâles sur ses poignets, qui se mirent à rougir peu à peu sous ses yeux. L'air toujours aussi absent, Annie glissa les menottes dans sa poche, comme si ces méthodes de discipline policière étaient des choses aussi courantes dans les maisons honnêtes que la présence de Kleenex ou de porte-manteau. « Qu'est-ce que c'est qu'un nantissement » reprit-elle. « Est-ce que ça veut dire que ma maison leur appartient? C'est bien cela ?»« Non, répondit-il. Ça signifie que vous... » Il s'éclaircit la gorge et eut droit à une autre bouffée de l'odeur immonde du chiffon. Sa poitrine se souleva et il hoqueta de nouveau. Elle n'y fit pas attention, se contentant de le regarder avec une expression d'impatience. Elle attendait qu'il pût parler. « Juste que vous ne pouvez pas la vendre. »« Juste ? Juste. Vous avez de drôles d'idées sur ce qui est juste, monsieur Paul Sheldon. Mais je suppose que les ennuis d'une pauvre veuve comme moi ne doivent pas paraître bien importants aux yeux d'un monsieur je-sais-tout comme vous. »« Bien au contraire, dit-il. Je pense que vos ennuis sont aussi les miens, Annie. Je voulais simplement dire qu'un nantissement n'est pas bien grave comparé à ce qu'il pourrait faire si vous aviez des arrérages importants. Mais est-ce le cas ? » ?»« Des arrérages ? Cela veut dire que je suis dans le rouge, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, dans le rouge, en retard, oui. »« Oh, je ne suis pas un clodo irlandais qui fait les poubelles, moi. » Il vit apparaître l'éclat de ses dents, comme sa lèvre supérieure se soulevait. « Je paie mes notes. Simplement, cette fois, j'ai simplement... »« Vous avez oublié, hein ? Vous avez oublié, tout comme vous avez oublié de changer le mois de février sur le foutu calendrier. Oublier d'effectuer son règlement trimestriel d'impôts locaux est fichtrement plus grave que d'oublier de tourner la page du calendrier. Et vous êtes dans tous vos étapes parce que c'est la première fois que vous oubliez quelque chose d'aussi important. Le fait est que vous allez de plus en plus mal, Annie. Chaque jour, de plus en plus mal. Les psychotiques peuvent s'en sortir tant bien que mal, lâchés dans le monde, et parfois, comme je crois que vous le savez bien, ils se tirent même de très sales affaires. Mais il arrive un moment où le contrôle de sa psychose devient de plus en plus difficile. Vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de ce moment, et quelque chose en vous le sait. « Je n'ai simplement pas eu le temps de m'en occuper, » admit Annie, l'air boudeur. « Avec vous, à la maison, j'ai été plus occupé qu'un poseur de papier peint manchot. » Une idée lui vint à l'esprit, une idée vraiment très subtile. Il avait l'impression de pouvoir en retirer un nombre incalculable de bons points. « Je sais bien, fit-il avec le ton de la sincérité. Je vous dois la vie, et depuis, je vous ai causé que des embêtements. Je dois avoir environ 400 $ dans mon portefeuille. Je vous les offre volontiers pour payer ces arrérages. »« Oh, Paul !» Elle le regardait, l'air à la fois ravie et honteuse. « Jamais je ne pourrais prendre votre argent. »« Mais ce n'est pas le mien. » Il lui sourit de son sourire de charme numéro 1. « Vous voyez bien qu'on vous aime, ma mignonne. » Et en lui-même, il pensa. « Ce que je veux, Annie, c'est qu'il vous prenne une de vos absences au moment où j'aurai un couteau sous la main. Je suis sûr que j'ai assez de liberté de mouvement pour m'en servir. Et vous vous retrouverez à rôtir en enfer avant même de savoir que vous êtes crevé. Il est à vous. Disons qu'il s'agit d'un acompte, si vous préférez. » Il se tut puis ajouta, prenant un risque calculé. « Si vous vous imaginez que je ne sais pas que sans vous je serais mort, c'est que vous êtes folle. »« Mais Paul, je ne sais pas. »« Si, je suis sérieux, dit-il. » Il laissa son sourire se transformer en ce qu'il espérait être une expression de sincérité victorieuse, pourvu, mon Dieu, qu'elle le soit. « Vous avez fait plus que me sauver la vie, figurez-vous. Vous en avez sauvé une deuxième, parce que sans vous, Misérie serait encore dans sa tombe. »
Elle le regardait maintenant avec des étoiles dans les yeux, ayant oublié le papier qu'elle tenait à la main. En plus, vous m'avez montré que je m'étais fourvoyé, trompé de chemin. Rien que pour cela, je vous dois bien davantage que 400 $, et vous allez me mettre très mal à l'aise si vous les refusez. Eh bien, Très bien, merci. Oh, c'est moi qui devrais vous remercier, fit Paul. Puis-je voir ce papier demanda-t-il. Elle lui tendit sans protester. Il s'agissait d'un simple avertissement pour retard de paiement. Le nantissement n'était qu'une formalité. Il parcourut rapidement le formulaire et le lui tendit. Avez-vous de l'argent à la banque? Elle détourna les yeux. Oh, j'en ai un peu de côté, mais pas à la banque. Les banques ne m'inspirent pas confiance. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent effectuer le nantissement avant le 25 mars, si les arriérés n'ont pas été payés, dit Paul. Quelle est la date aujourd'hui? Elle fronça les sourcils en regardant le calendrier. Bonté divine, il n'est pas à jour. Elle détacha la feuille et le garçon au traîneau disparut. C'est avec une absurde pointe de regret que Paul le vit s'évanouir. Mars s'ornait d'un torrent de montagnes qui se précipitait en bouillonnant entre des sommets enneigés. Elle étudia le calendrier pendant quelques instants d'un œil de myope, puis déclara « C'est aujourd'hui, le 25 mars. » Bon Dieu, déjà? Déjà, songea-t-il. Ah, évidemment, et c'est pour ça qu'il est venu, dit Paul. Pas pour vous dire qu'ils allaient hypothéquer votre maison, Annie, mais qu'ils seraient obligés de le faire si le paiement n'arrivait pas avant la fermeture des bureaux ce soir. Ce type essayait en fait de vous rendre service. Mais si vous payez ces 500 $ avant, et 17 cents, n'oubliez pas les 17 cents, biscornouille. Oui, d'accord, et 17 cents. Si vous payez avant la fermeture des bureaux cet après-midi, pas de nantissement. Si les gens de la ville ont pour vous les sentiments que vous dites, Annie, mais ils me haïssent, Paul. Ils sont tous ligués contre moi. Alors les impôts sont un bon moyen pour se débarrasser de vous, reprit-il. Commencer à brandir la menace d'un nantissement à quelqu'un qui est en retard d'un trimestre pour ses impôts locaux, c'est lancer le bouchon un peu loin. Ça sent mauvais, très mauvais même. Il suffit que vous sautiez 2 trimestres pour qu'ils essayent de vous enlever votre maison et de la vendre aux enchères. Je sais que ça paraît absurde, mais je crois que légalement ils pourraient le faire. Elle éclata de rire, un rire dur comme un aboiement. Bah, qu'ils s'y frottent un peu. J'en transformerai quelques-uns en passoires avant, je vous le dis, moi. Oui, monsieur, j'en ferai des passoires. En fin de compte, ce sont eux qui vous transformeraient en passoires, répondit-il doucement. Mais là n'est pas la question. Bah, où est-elle alors? J'en suis bien sûr, Annie, qu'on trouve à Sindwinder des gens qui ont 2 ou 3 ans de retard dans le paiement de leurs impôts locaux. Personne n'a mis pour autant leur maison aux enchères ou envoyé leurs meubles à la salle des ventes municipale. La plupart du temps, le pire qui leur arrive est de se voir couper l'eau. Tenez, les Reutemann, par exemple. Il lui lança un regard rusé. Croyez-vous qu'ils payent leurs impôts à temps? C'est fumier, s'écria-t-elle. Oh, ça m'étonnerait. À mon avis, ce sont eux qui ont machiné toute l'affaire. De fait, l'idée lui paraissait plausible. Oh, pas question d'y aller, éructa-t-elle. Je ne bougerai pas d'ici, je leur crache dessus. Je resterai ici et je leur cracherai dans l'œil. Avez-vous les 106 $ qui permettraient de compléter les 400 de mon portefeuille? Oui. Elle commençait à paraître un peu soulagée. Parfait. Alors je vous suggère de payer cette saleté d'arrérage dès aujourd'hui. Et pendant que vous serez au large, je verrai ce que je pourrai faire pour ces fichues marques sur l'encadrement de la porte. Et cela terminé, je crois que je chercherai comment foutre le camp d'ici, Annie. Je commence à me fatiguer de votre hospitalité. Il réussit à sourire. Quant aux 17 cents, ajouta-t-il, je pense qu'on doit pouvoir les trouver dans la table de nuit.